Amusons-nous un peu avec des portes logiques inverseuses. Faisons-les courir après leur queue. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Ça fait un bon moment que je voulais expérimenter avec des simples portes logiques, plus spécifiquement, tenter de faire osciller un inverseur logique en prenant sa sortie et en l'alimentant tout simplement directement dans l'entrée pour créer une bascule avec une boucle. Évidemment, ce n'est pas une configuration utilisable en pratique, mais ça nous permettra peut-être de constater des phénomènes comme le temps de propagation du signal dans la porte logique, l'influence de la température et de la tension d'alimentation sur la fréquence d'oscillation. Je vais aussi utiliser différentes familles de portes logiques inverseuses, question de voir leur performance relative. Alors, je vous explique plus spécifiquement ce que je cherche à mesurer aujourd'hui. Alors, amusons-nous un peu. Je veux créer un oscillateur avec une porte logique inverseuse. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que, quand on y pense, présumons là, qu'il y a un délai dans la propagation. Ici, rien n'est parfait là, entre l'entrée et la sortie. Bien, c'est un peu comme une bascule. Hein? Si, par exemple, l'entrée monte vers le haut, on peut s'attendre à ce que la sortie aille vers le bas. Si la sortie va vers le bas, ça va pousser vers le bas l'entrée, qui, elle, va pousser la sortie vers le haut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait avoir un oscillateur, comprenons-nous bien, là, un oscillateur totalement non contrôlé, là, mais est-ce que ça pourrait osciller, ça, cette porte logique-là? Bien, en théorie, oui, mais en pratique, c'est que l'entrée et la sortie sont trop liés ensemble, étant donné que le temps de propagation est très, très faible. Ce qui va se produire plutôt, c'est que si l'entrée monte, la sortie va descendre presque instantanément. Et si la sortie descend presque instantanément, bien, ça va avoir tendance à rééquilibrer l'entrée. Et donc, on va se trouver à s'équilibrer ni à un niveau haut, ni à un niveau bas. On va se trouver un peu dans le mode linéaire ou avec les transistors intérieurs partiellement polarisés, ce qui n'est pas du tout bon en logique. Donc, en pratique, ce genre de circuit ne fonctionnera pas, à moins là, qu'on force vraiment la note, qu'on fasse des passe-passe, comme par exemple rajouter un quartz ou des condensateurs, ou en tout cas ajouter un certain délai ici, là, tenter d'ajouter un certain délai. Mais tel quel, connecté comme ça, je vous en passe un papier, je l'ai essayé même, avec toutes sortes de configurations, toutes sortes de portes logiques inverseuses, ça ne marche pas vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec simple inverseur? Bien, on peut en mettre 3. Hein? Pas 2. Si on en met 2, on va avoir un problème. Là. L'idée, c'est d'en mettre un nombre impair. Alors, l'idée de n'avoir 3, là, c'est que il y a suffisamment de temps pour que les signaux, ici en entrée, le signal en entrée, franchissent les niveaux de déclenchement haut et bas. Et donc, il y a basculement complet avant que la sortie ici vienne imposer un autre niveau. Donc, c'est ça l'idée. Donc, temps de propagation beaucoup plus long que les fronts montants et descendants. Et ça fonctionne. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une bonne façon de faire un oscillateur puisqu'on n'a aucun contrôle de la fréquence d'oscillation. Et on va voir qu'il y a d'autres phénomènes aussi qui vont venir interférer, comme par exemple la température, la tension d'alimentation, qui vont venir interférer sur la fréquence d'oscillation. Mais en tant que tel, ça va vraisemblablement osciller. OK? Mais c'est une oscillation non contrôlée. Maintenant, est-ce que des portes logiques de type Schmitt-Trigger, donc déclenchement Schmitt, qui ont une hystérésis en entrée, plutôt qu'une réponse traditionnelle, est-ce que ces portes logiques-là pourraient osciller lorsqu'elles sont seules? Ou même en groupe? Ben, on va vérifier ça. Tiens, amusons-nous un peu. J'ai mis différents circuits intégrés de portes logiques traditionnelles. La plupart sont des inverseurs, mais j'ai aussi mis ici une porte logique là, NAND, Schmitt-Trigger. Donc, on va s'amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, un 7404, c'est la série 74, bien sûr, la classique TTL.
transistor logique. Il n'y a pas de lettres au centre, donc c'est vraiment la technologie traditionnelle. C'est un boîtier à 6 inverseurs. Alors, j'en ai mis à gauche ici 3 en cascade, mais j'ai aussi mis juste un, comme je vous ai montré sur le dessin précédent. Juste un inverseur sorti connecté sur entrée, là, court après sa queue. Est-ce que ça va osciller? Bien, voici la réponse. Vous voyez que c'est instable, hein, c'est ce qu'on peut dire. Et si vous remarquez la tension, vous pouvez noter ici là, que le 2, c'est le 0 volt. Ici, c'est la masse. Donc, on est à 1 volt, 1.1, 1.2 volts. Et c'est quelque part dans le néant. Donc, on n'est pas censé être là du tout, du tout. Donc, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'oscillation. Ceci dit, à gauche, j'ai fait une configuration à 3, comme je vous ai mentionné, en cascade comme ça. Et ça, est-ce que ça va osciller? Oui, absolument. Une belle oscillation, stable, et on a une fréquence de 25 MHz, 25,3 MHz. Notez que l'amplitude n'est pas de 5 volts, hein? On a 4 volts. Donc, c'est clair que si on ajoutait plus d'inverseurs, donc 2 de plus, mettons 5 inverseurs, possiblement qu'on irait chercher le 5 volts total. C'est qu'il n'y a simplement pas assez de temps de propagation pour que toute l'amplitude sorte. D'accord? Alors, il y a un changement d'état trop rapide. Mais tout de même, ça oscille avec 3 inverseurs traditionnels. Si je prends les mêmes 3 inverseurs traditionnels, mais dans une technologie beaucoup plus rapide, 74 ALS04, donc même boîtier, mais low power Schottky est très rapide. Alors, on a dit quoi? Ici, on a dit 25 MB. Alors, transférons sur le ALS04. Ici, j'obtiens 59, presque 60 MHz. D'accord? Et l'amplitude est plus petite. Encore une fois, 3 volts. Donc ici, on a définitivement une situation où les fronts montants et les temps de propagation donc, sont beaucoup plus courts, ce qui permet d'osciller plus rapidement. C'est attendu puisque cette technologie-là, ALS, est plus rapide, beaucoup plus rapide, faite pour fonctionner à des fréquences plus élevées. Donc, forcément, ici, ça oscille plus rapidement et on aurait intérêt, encore une fois, à ajouter un nombre, donc par tranche de 2, en mettre 5, par exemple, on augmenterait l'amplitude du signal. Alors, c'est toujours un nombre impair. Hein? Si on met un nombre pair, oubliez ça, ça n'oscillera pas. Il faut qu'il y ait inversion du signal, plus un certain temps de propagation. Sinon, il n'y aura pas d'oscillation. Si vous avez un nombre pair, ça n'oscillera pas. C'est comme s'il y avait un bout de fil avec un léger délai au centre. Bon, alors, est-ce que la technologie Schmitt-Trigger va fonctionner pour osciller? Non seulement en configuration triple, ce qui, à mon avis, va fonctionner puisque la technologie traditionnelle va fonctionner, mais 7414 qui a des entrées Schmitt-Trigger sur ses inverseurs, on va l'essayer. Alors, je vais faire une configuration à inversion simple, comme j'ai fait ici, qui ne fonctionnait pas, mais cette fois-ci avec une entrée Schmitt-Trigger. Est-ce que ça fonctionne? Question. Réponse, oui, il y a oscillation. On a 3,3 volts d'amplitude à une fréquence de 37 MHz. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est que la technologie Schmitt-Trigger crée une forme d'hystérésis en entrée. Et donc, ce qui laisse du temps pour que le signal se propage et change d'état avant qu'il y ait basculement interne. Tout simplement parce qu'il y a une zone où il n'y a pas de réponse en entrée. Il faut vraiment franchir des seuils très clairs pour qu'il y ait basculement. Et non pas avec une porte logique ici, si on y va en tension graduelle en entrée, on va voir une tension graduelle en sortie. Alors, l'avantage Schmitt-Trigger ici, c'est que ça cause suffisamment de délai dans le basculement pour qu'il y ait oscillation. Ceci dit, est-ce que 3, bien sûr, vont fonctionner? Alors, on a 37,2
MHz avec une seule porte logique. Si j'en mets 3, est-ce qu'on va avoir le tiers de la fréquence, étant donné que le temps de propagation est 3 fois plus long? Eh bien, on va voir tout de suite. Je me connecte avec 3 inverseurs. Voilà, on a 12,4. Alors, c'est exactement un tiers, presque exactement un tiers de la fréquence, parce qu'il y a 3 portes logiques et donc on a multiplié par 3 le temps de propagation avant que le signal ne revienne en entrée. Et donc, ça démontre le fait qu'il y a 3 étages, on diminue par 3 la fréquence. Alors, il y a une autre technologie qu'on peut essayer, c'est CMOS de la série 74000. Alors ça ici, c'est haute vitesse CMOS avec compatibilité TTL. Alors, je me branche. Encore une fois, 3 inverseurs. On devrait normalement voir une oscillation, mais à quelle fréquence, c'est la question. Alors, on a 31 MHz d'oscillation, ou 32 MHz, avec la technologie CMOS plus moderne, donc moderne qu'on peut dire, 32 MHz, alors qu'on avait ici, avec 3 inverseurs traditionnels, on avait 25 MHz, série traditionnelle 74. Donc ici, la série CMOS plus moderne, soit de la série 74, oscille plus rapidement, tout simplement parce que les fronts montants et descendants sont plus rapides et les temps de propagation sont donc plus courts. Maintenant, la série 4000 traditionnelle, est-ce que ça va fonctionner? Oui, certainement, mais ça, on recule beaucoup dans du CMOS des années 70. On pourrait s'attendre à ce que ce soit assez lent. C'était l'inconvénient des séries CMOS. Peut fonctionner sur une gamme de tension très large, entre 3, 4 volts et 15, 16 volts, mais plus lent. Et l'autre avantage, bien sûr, c'est qu'en mode statique, ça ne consomme à peu près pas de courant. Lorsqu'on l'opère, par contre, il consomme plus. Plus la fréquence est élevée, plus ça consomme. Alors, je me branche. Encore une fois, 3 inverseurs en cascade. Oui, on a bien une oscillation. Et c'est 6 MHz. Donc, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on a vu avec les séries TTL traditionnelles et beaucoup plus lent que les séries plus modernes comme la série ALS et la série HCT. Alors, ça nous couvre. Maintenant, il reste une autre configuration qu'on peut essayer. C'est un Schmitt-Trigger porte non et. Donc, si on connecte les deux entrées ensemble, on fait l'équivalent d'un inverseur. C'est comme ça qu'on crée un inverseur à partir d'une porte NAND. Et c'est ce que j'ai fait ici. Le fait que ça soit une entrée Schmitt-Trigger, ça devrait se comporter comme la seule porte logique 7414 qu'on a essayé et qui oscillait. Alors, voyons voir si ça va osciller et à quelle fréquence. Voilà, c'est 2,7 MHz, c'est donc très lent. C'est même plus lent que les simples inverseurs. Pourquoi? Bien, d'abord, on a l'effet du Schmitt-Trigger qui ralentit la fréquence. Donc, il y a vraiment délai avant qu'il y ait basculement. Et aussi le fait que la porte logique en tant que telle est plus complexe. Il y a plus d'étages de transistors et de résistance. Donc, on peut s'attendre à ce que le temps de propagation soit plus long qu'une porte logique inverseuse comme ça. Donc, ça fonctionne du fait que c'est une entrée Schmitt-Trigger et on a une pleine amplitude ici de 5 volts. Ça, c'est parfait. Même chose au niveau de l'amplitude, je ne l'ai pas vérifié ici, mais on a le 5 volts aussi. Alors, ici, ce qui se produit, c'est que les temps de propagation dans les portes logiques sont tellement lentes qu'on a pleinement le temps pour que les signaux arrivent à l'autre bout et qu'il y ait donc les fronts qui se rendent complètement en haut et en bas. C'est pour ça qu'on a une pleine amplitude ici sur le 5 volts. Maintenant, il y a deux effets qu'on va analyser. Étant donné que c'est des oscillations qui sont non contrôlées, on pourrait s'attendre à ce que la tension d'alimentation sur les portes logiques et la température aient des effets sur la fréquence d'oscillation. Alors, commençons par la tension d'alimentation. Je me suis mis sur le 7404, donc porte logique traditionnelle. Je suis à 5 volts. Portez attention
à la fréquence d'oscillation ici, qui est présentement à 25,2 MHz. Je diminue la tension. Je suis à 5 volts présentement et je diminue. Me voici donc maintenant à 4 volts, qui est plus bas là, que la norme, mais quand même, on a vu une diminution de la fréquence d'oscillation. On est passé à 22,6. Et si je continue, regardez, je suis rendu maintenant à presque 3 volts. 3 volts d'alimentation. C'est en deçà, bien sûr, des spécifications, mais quand même, ça démontre l'effet. On est à 18 MHz. Et là, je vais remonter graduellement 4, 4,5, 5, et je vais même à 5,5, voyez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'oscillation? C'est que les transistors qui constituent les portes logiques vont être saturés plus rapidement lorsque la tension d'alimentation est plus élevée. Autrement dit, ils vont passer moins de temps dans leur zone linéaire, ce qui produira des fronts montants plus raides et donc un temps de propagation qui est plus rapide. Alors, c'est ça l'idée, c'est d'éviter de passer du temps dans la zone non saturée ou complètement ouverte là, des transistors. Et bien ça, en ayant une alimentation plus élevée, bien, on passe moins de temps, on sature plus vite les transistors par rapport à l'alimentation complète. Donc, ça, c'est la raison. Donc, ça produit des fronts plus rapides, tout simplement. Et ça, si vous regardez dans des datasheets, donc les fiches techniques, par exemple, les portes logiques CMOS, vous verrez qu'effectivement, les temps de propagation sont plus courts lorsque la tension est plus élevée. Donc, ça, c'est l'aspect alimentation. Et je peux vous le confirmer en allant ici sur une porte logique, bien sûr, qui oscille. Et si je diminue la tension, le même phénomène se produit, c'est-à-dire que la fréquence diminue. Je suis à 3 volts, je suis à 2 volts. Voyez-vous, on est en bas d'un mégahertz. Là. Alors, vous l'avez, l'effet, bien sûr, de la tension d'alimentation. Et que ce soit CMOS ou TTL traditionnel, ça a le même effet. Maintenant, l'effet de la température. Alors, je vais me connecter ici sur la porte logique ALS04, qui a aussi une fréquence quand même assez élevée, 60 MHz. Et je vais mettre mon doigt sur le circuit intégré pour le réchauffer. Et notez la fréquence. Au fur et à mesure que mon doigt transfère de la chaleur, il y a diminution de la fréquence. Ce n'est pas très marqué parce que le circuit intégré lui-même est déjà tiède. Mais vous voyez que la fréquence quand même diminue présentement graduellement. Et si j'enlève mon doigt, bien, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle va réaugmenter. C'est exactement ce qui se produit. La puce se refroidit. Et si j'essaie une puce CMOS, disons le 4049, ici, je mets mon doigt dessus, vous noterez que la fréquence va diminuer au fur et à mesure que la puce se réchauffe, ce qui est attendu encore une fois. Alors, qu'est-ce qui explique cette diminution de la fréquence d'oscillation en fonction de la température? C'est que les éléments résistifs à l'interne, les résistances, même les transistors, tout ce qui est résistif, bien, ils augmentent en résistance au fur et à mesure que la température augmente. S'ils augmentent en résistance, bien, les courants diminuent dans le circuit interne. Et parce que les courants diminuent, bien, les semi-conducteurs viennent de moins en moins saturés ou de moins en moins polarisés. Et donc, on passe plus de temps dans la zone, encore une fois, non saturée, donc zone plus linéaire. Et c'est pour ça que la fréquence diminue. Alors ça, c'est les deux phénomènes qui sont mis en lumière par le fait que ce sont des oscillateurs qui sont non contrôlés, qui ne se fient que sur les temps de propagation pour déterminer la fréquence. Alors, amusant pour comprendre les phénomènes de temps de propagation, mais ce n'est pas une bonne conception d'oscillateur, bien sûr. En complément d'information, vous serez peut-être intéressé de savoir lequel ou lesquels de ces circuits intégrés, dépendamment des technologies, dégagent le plus de chaleur, donc s'échauffe le plus, donc dissipe le plus. Eh bien, en regardant avec la caméra thermique, on voit tout de suite que c'est le premier et le troisième circuit intégré qui chauffe le plus.
On parle ici là, de quand même 28 degrés, là, 29 degrés, ce n'est pas la catastrophe. Alors, ces deux circuits intégrés sont donc les circuits intégrés traditionnels, TTL traditionnels, qui n'ont pas été optimisés pour la puissance de dissipation. Ce sont vraiment les premières technologies là, des années, fin des années 60, début des années 70. Donc, ce sont eux qui chauffent le plus. Les autres, ben, je vous dirais là, que c'est plus négligeable. Le deuxième un peu, le quatrième un peu, mais après ça, les CMOS, là, vous oubliez ça. C'est à température de la pièce essentiellement. Intéressant de voir le comportement des portes logiques quand elles sont laissées à la dérive. Ça nous a aussi illustré les différences marquées de performance entre les familles de portes logiques classiques. Encore une fois, ce que j'ai fait n'est pas une bonne pratique pour produire une oscillation. Il manque des éléments stabilisateurs qui domineraient le contrôle ou la stabilisation de la fréquence, comme un cristal de quartz par exemple. Pour une meilleure idée de comment créer un oscillateur stable, je vous propose de visionner ma vidéo numéro 173. C'est une introduction aux oscillateurs basses et hautes fréquences. Vous trouverez un lien vers la vidéo dans la description ci-dessous. Alors voilà, vous avez des commentaires à formuler sur ce que je viens de faire avec vous aujourd'hui? N'hésitez pas à le faire ci-dessous dans les commentaires. Et il y a aussi le forum de discussion électro-bidouilleur où vous pouvez poser des questions et où plus de 900 bidouilleurs inscrits peuvent vous répondre. Allez au forum.bidouilleur.ca forum.bidouilleur.ca pour plus de détails. C'est gratuit. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.